Un matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir. Bienvenue sur Europe 1. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Votre dernier livre, La pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. C'est paru aux éditions du CERF. On vous lit aussi régulièrement dans Paris Match. Vous êtes un observateur attentif, reconnu de l'Iran, Emmanuel. Depuis une dizaine de jours, la révolte enfle à nouveau en Iran. On a des images impressionnantes qui nous parviennent ces dernières heures de Téhéran, mais pas seulement. Dans tout le pays, la population descend dans la rue. Et elle répond d'ailleurs à l'appel à la mobilisation générale lancé par Reza Pahlavi, le fils en exil de l'ancien monarque déchu en 1979 par l'ayatollah Khomeini. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment, Emmanuel Razavi ? Ce qui se passe, vous l'avez très bien expliqué, est inédit, Dimitri, en Iran depuis 47 ans. Les manifestations battent leur plein, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire d'ailleurs par certains experts sur le service public. Des manifestations comme celle d'hier, on n'a jamais pu en voir depuis 47 ans. Les Iraniens n'ont plus rien à perdre, c'est ce qu'il faut comprendre. Cette révolte des Iraniens, elle puise ses racines, si vous voulez, très très loin, il y a des années en fait en arrière. Vous savez qu'au mois de juillet dernier, il y a une étude qui est sortie, Dimitri, publiée par la Fondapol en fait en France, réalisée par l'Institut Gaman, qui analyse les tendances en fait de l'Iran. 81% des Iraniens ne veulent plus entendre parler de république islamique. À cela s'ajoute un ensemble de choses. Les Iraniens, ils sont en rupture avec l'islam politique. Ils le supportent depuis 47 ans. Les Iraniens n'ont quasiment plus à manger. Vous savez qu'il y a des famines dans certaines provinces. Oui. Je pense notamment en fait au Baloutchistan. Vous n'avez quasiment plus d'eau potable sur le territoire. 2/3 du territoire n'a plus d'eau potable. L'électricité en Iran est rationnée. Dans la plupart des grandes villes, en fait, les administrations sont fermées, les banques sont fermées, les magasins sont fermés. Bref, l'économie est à l'arrêt. Les commerçants ne peuvent plus se fournir en différentes marchandises, ne peuvent plus rien vendre de fait. Et alors, vous l'avez très bien dit, il y a eu en fait un appel du prince Reza Pahlavi qui se positionne comme le leader de l'opposition, monarchiste, mais aussi libérale, démocratique, et qui vit en exil à Washington, qui a demandé il y a 48 heures aux manifestants de scander un certain nombre de slogans, de descendre massivement en fait dans la rue, et ça a marché. Son pari est réussi, son test est réussi. Oui. Dans de nombreuses villes de l'Iran, à Téhéran, à Mashhad, à Ispahan, dans les grandes villes, on a entendu des jeunes, c'est ça qui est important, scander son nom, lui demander de revenir. Alors bien sûr, il crie à mort le dictateur en référence à Ali Khamenei, le guide suprême, mais aussi vive le roi, longue vie au roi, en faisant référence à Reza Pahlavi. Je vais donner 2 chiffres pour donner une idée de l'état de l'économie iranienne. Le PIB iranien, moins 14% entre 2024 et 2025. Je ne sais pas si vous imaginez la récession, c'est 2 fois ce qu'on a connu pendant le Covid. Le PIB par habitant, il est passé de $9 000 en 2011 à peine 3 000 aujourd'hui. Mais alors venons-en à l'actualité. Selon vos informations, Emmanuel Razavi, des gardiens de la révolution sont actuellement déployés dans les rues. Ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont ces gardiens ? Est-ce que leur déploiement signifie concrètement, Emmanuel Razavi ? Les gardiens de la Révolution, c'est le bras à la fois idéologique et armé du régime. C'est une milice qui compte environ 180 000 combattants. Ils sont, de très très haut niveau. Ils sont extrêmement bien formés. Ils sont réputés évidemment. Oui, c'est eux qui sont allés sauver Bachar al-Assad il y a quelques années. Exact. Ils sont réputés pour leur extrême violence. Ils disposent d'un armement en fait d'assez haut niveau, de blindés. Enfin, on sait que quand les gardiens de la Révolution se mêlent de répression, vous savez, ils tirent dans la foule. Lorsqu'ils arrêtent en fait des gens, ils les emmènent en prison. La porte d'entrée, le sas d'entrée, si je puis dire, des prisons en Iran, c'est le viol, la torture. Il faut comprendre que les gardiens de la Révolution jouent leur survie. Ils possèdent, et c'est important pour que vos auditeurs le comprennent, de le dire, ils possèdent 70
70% de l'économie iranienne. Quand ils ont pris le pouvoir avec l'ayatollah Khomeini en 1979, ils ont fait main basse sur les entreprises du pays, ils ont fait main basse en fait sur les compagnies aériennes, sur toutes les compagnies de transport maritime, mais aussi de façon plus générale, si vous voulez, sur les administrations, sur les banques, sur la télévision, sur l'ensemble en fait quasiment des médias, des universités. En fait, les gardiens de la révolution, ils tiennent en réalité la République islamique d'Iran aux côtés du guide suprême qui est Ali Khamenei. Oui. Autre information que vous partagez avec nous ce matin sur Europe 1, Emmanuel Razavi, on compterait des défections par milliers parmi les militaires et des dignitaires du clan réformateur du régime auraient fait des demandes de visa à la France ces dernières heures. Écoutez, on a compté au moins une vingtaine de familles de très hauts dirigeants en fait du régime iranien ou d'anciens dignitaires. Alors je vais vous donner un exemple très simple. L'ancien président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, donc une partie de sa famille a mandaté en fait un avocat franco-iranien qui est à Paris pour obtenir en fait un visa en fait pour la France, des visas pour la France. Mais un certain nombre en fait de familles de ces dignitaires demandent aussi en fait des visas pour pouvoir fuir vers l'Iran. Donc c'est la preuve par A plus B que de toute façon tous ces gens-là ne croient plus du tout à la survie en fait du régime. Hein. C'est une réalité. Il y a beaucoup de défections. Vous l'avez justement rappelé. On les compte par milliers. Moi j'ai même le constater parce que depuis plusieurs mois au téléphone, j'ai parfois eu des gens qui travaillent à très haut niveau au sein du régime qui m'ont demandé comment obtenir un visa, vous savez, pour l'Europe, etc. Alors moi je suis journaliste, hein, je ne peux évidemment pas leur répondre, mais ça montre à quel point ils ne croient plus du tout dans la République islamique d'Iran. En fait, ils sont comme la population, ils voient bien de toute façon que le système ne fonctionne pas. L'Iran est à l'arrêt économiquement, comme je vous le disais en début d'entretien. Vous avez des gens qui commencent à mourir de faim. On voit réapparaître avec le manque d'eau potable des maladies qui n'étaient plus présentes en Iran depuis 60 ans. Enfin, c'est la faillite totale de l'islamisme en Iran, c'est la faillite, mais comme à Gaza, je dirais d'ailleurs, hein, c'est la faillite totale, si vous voulez, de l'islam, politique. Alors on dit aussi, on va terminer par là, Emmanuel Razavi, que des tractations sont en cours. C'est Delphine Minoui du Figaro qui écrit cela ce matin pour son journal. On dit que des tractations sont en cours pour écarter Khamenei, mettre fin au principe du guide suprême, dans le but bien sûr de protéger le système. Est-ce que ça vous paraît plausible? Avez-vous eu des échos de cela? Oui, mais bien sûr. Delphine Minoui a parfaitement raison. Il y a effectivement, alors au sein même du régime, hein, il y a évidemment des discussions. Ali Khamenei, si vous voulez, il ne fait plus du tout l'unanimité autour de lui, mais de même que le président Massoud Pezeshkian, les défections dont je parle aussi, hein, au plus haut niveau de l'administration, au plus haut niveau de l'appareil, elles sont dans l'entourage hein, aussi de Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, et du guide suprême Ali Khamenei. Donc je rejoins en tout point ce que dit ma consoeur qui est très brillante, Delphine Minoui. Mais au-delà, en fait, si vous voulez, de tout cela, vous avez très clairement des discussions qui se déroulent depuis plusieurs jours en Oman, au sultanat d'Oman, entre des émissaires en fait iraniens et des émissaires en fait américains pour essayer de trouver une issue. Évidemment, hein, les Américains observent aussi, si vous voulez, le travail des oppositions en fait iraniennes, parce que c'est de plus en plus dans les esprits. Moi, j'ai discuté avec plusieurs responsables de groupes d'opposition laïcs, libéraux, y compris monarchistes. Hein. J'ai discuté avant-hier avec le prince Reza Pahlavi. Tous disent que de toute façon, il faut créer les conditions d'un gouvernement de transition, en fait, d'union, et que dès lors, tous ceux qui n'ont pas de sang sur les mains en Iran, qui peuvent permettre la continuité de l'État, parce que si le régime tombe, c'est pas le tout qui tombe. Le gouvernement de transition va pas se monter en quelques heures. Il faut absolument assurer la continuité en fait de l'État, des administrations. Il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui continuent à travailler. Dès lors, il est aussi important, si vous voulez, que donc il y ait des discussions entre les différentes tendances, y compris parfois à l'intérieur en fait, bien sûr à l'intérieur de l'Iran, mais aussi à l'intérieur du régime et ceux de l'extérieur, pour trouver les meilleures conditions à mettre en place pour la continuité en fait de l'État et la mise en place d'un gouvernement de transition démocratique. Reza Pahlavi le dit extrêmement bien, hein, qu'il souhaiterait effectivement, emmener avec effectivement cette coalition, cette unité nationale qui se réunirait donc au sein de ce gouvernement. Merci beaucoup Emmanuel Razavi de vos lumières sur la situation en Iran. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. C'est paru aux éditions du CERF. Bonne journée à vous.